Yo, petit message avant que la vidéo commence, soyez bien attentifs car aujourd'hui notre sponsor fait gagner une Nintendo Switch OLED. Je vous en reparle juste après dans la vidéo. Alors, par où on commence ? Vous connaissez les idoles ? Ah, les idoles au Japon, vous savez, ce sont ces jeunes groupes d'artistes à la fois chanteurs, acteurs, animateurs, modèles. À l'origine, le terme d'idol vient des idoles yéyés en France dans les années 60, comme Sylvie Vartan. Et si, vous savez, c'est elle. Sylvie Vartan qui s'est fait connaître au Japon par le film Chercher l'idole en 1964 qui fut un énorme succès ici. Les producteurs japonais commenceront donc à s'en inspirer pour produire leurs propres chanteuses, leurs propres idoles. C'est à partir des années 70 qu'on a pu voir apparaître les premiers groupes d'idoles, qui étaient surtout composés de chanteurs masculins à l'époque, ce qui plaisait beaucoup aux jeunes collégiennes et lycéennes. Mais les groupes féminins ne se sont pas fait attendre, et le phénomène idol connaît un véritable âge d'or dans les années 80. Viendra ensuite dans les années 90 une baisse de l'intérêt général pour les idoles féminines, ainsi que la démocratisation de la célèbre agence Johnny's, à l'origine encore aujourd'hui des boys bands les plus connus du Japon, comme Arashi, News, Kanjani 8, Katun. Mais cette perte d'intérêt pour les idoles féminines ne durera pas, puisque dès la fin des années 90, grâce au succès de groupes légendaires comme Morning Musume, les idoles reviennent sur le devant de la scène, ce qui amènera à la création de plus en plus de groupes, dont certains extrêmement connus aujourd'hui, comme les AKB48 et tous leurs dérivés. Enfin voilà, je pense que la plupart d'entre vous, même si vous vous y intéressez pas particulièrement, vous avez déjà au moins entendu parler des idoles au Japon. Et donc là, en voyant le titre de la vidéo, vous vous dites probablement Attends Mitsu, tu nous as déjà raconté 1 milliard d'anecdotes sur ta chaîne, tu vas pas nous dire qu'en plus de ça, monsieur a été idol. Et à ça, je vous répondrai que je ne vous ai pas encore tout raconté, parce qu'en 12 ans de Japon, j'ai eu le temps d'en vivre des choses. Et il me reste encore quelques petites histoires dont je ne vous ai jamais parlé dans ma besace. Donc écoutez, comme d'habitude, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles et vous installer tranquillement, car aujourd'hui je vous explique comment je suis devenu idol au Japon. Mais juste avant ça, laissez-moi vous parler très rapidement de notre sponsor du jour. Mythic Heroes. Alors je sais pas pour vous, mais personnellement je suis un gros fan des mythologies à travers le monde. Que ce soit mythologie nordique, mythologie égyptienne, mythologie grecque, vraiment je trouve que c'est un puits de créativité sans fond. Avec des histoires ultra intéressantes, des personnages méga badass, enfin vraiment depuis que je suis tout petit, je surkiffe. Et donc forcément quand on m'a parlé de Mythic Heroes, vous imaginez que ça a piqué ma curiosité. Alors pour faire simple, Mythic Heroes c'est un jeu de rôle et de stratégie mobile gratuit dont le but est de collectionner et améliorer ses héros pour aller défoncer les ennemis et des boss. Avec comme particularité déjà que tous les héros ils ont un design un peu à la sauce manga que personnellement j'aime beaucoup. Et surtout c'est tous des personnages issus des différentes civilisations et mythologies. On y retrouve donc des personnages comme Zeus, Thor, Dracula, Loki, Poséidon. Il y a même, et là pour le coup ça nous fait plaisir à nous, la civilisation japonaise. Avec des personnages comme Oda Nobunaga ou encore la déesse Amaterasu qui, au moment où je vous parle, est mon personnage préféré. Déjà de 1, c'est la plus classe. Et surtout elle est ultra pratique à utiliser parce qu'elle peut attaquer plusieurs ennemis à la fois et tout ça à distance. Enfin voilà, tout ça pour dire que le jeu il est vraiment cool. En plus de ça c'est assez facile de progresser parce que même quand tu joues pas, tu gagnes de l'expérience. Et il y a même un mode de combat automatique pour avancer encore plus vite dans le jeu. Et donc en ce moment Mythic Heroes ils organisent un énorme événement avec des tonnes de cadeaux à gagner. Et pour participer c'est tout simple, il suffit de télécharger le jeu en cliquant sur mon lien dans la description ou via mon QR code juste ici pour recevoir un total de 200€ de cadeaux chacun dans le jeu pendant 7 jours, dont un héros super rare, ce qui vous fera progresser dans le jeu encore plus vite. Et le plus intéressant c'est que tous les joueurs qui téléchargent le jeu via mon lien participeront automatiquement à un concours de puissance organisé spécialement pour l'occasion. Et à la fin de l'événement il y aura un tirage au sort parmi le top 10 du classement et le grand vainqueur remportera une Nintendo Switch OLED, rien que ça. Enfin voilà, entre le jeu qui est vraiment super sympa et l'événement qui a été créé spécialement pour la commu de la chaîne, ce serait bête de passer à côté de ça. Encore une fois, vous avez le lien dans la description pour télécharger le jeu avec toutes les informations sur l'événement, le classement des meilleurs joueurs en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et moi je vous souhaite bonne chance. Ce soit encore une fois, merci beaucoup à Mythic Heroes pour soutenir notre petite chaîne et nous, on retourne à la vidéo. Remise en situation. Ok, alors avant toute chose, je préfère quand même annoncer que cette histoire-là, elle contient tellement d'anecdotes what the fuck et totalement improbables que ça peut être un petit peu difficile à croire. Voilà, j'en suis conscient, c'est même pour ça que j'ai mis un petit peu de temps avant de vous en parler, mais voilà. Je vous le dis tout de suite, vous avez ma parole sur le fait que tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo est totalement vrai. Ceci étant dit, remettons les choses dans leur contexte. Alors cette histoire elle se déroule en 2011, il y a donc 12 ans maintenant, juste un peu après mon arrivée au Japon. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur l'effet papillon, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue, ça vous donnera pas mal de contexte sur cette histoire. C'est une de mes vidéos préférées, même si elle a un petit peu vieilli, elle date d'il y a 2 ans maintenant. Mais voilà, ça pourrait vous permettre de comprendre certaines choses que je vais citer dans cette vidéo. Et donc comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu très rapidement la chance, après être arrivé au Japon, de rencontrer des gens qui travaillaient dans le milieu musical japonais, dont le fameux manager que vous commencez à bien connaître maintenant. Et donc j'ai
commencé à être invité de temps en temps à des petites soirées où se trouvaient pas mal de personnes plus ou moins liées au milieu musical, au milieu de la télévision, enfin voilà, au milieu entertainment de manière générale. À savoir que moi, encore une fois, la raison principale pour laquelle je suis venu au Japon à 19 ans, c'est parce que je voulais tenter d'y faire de la musique. C'est-à-dire que j'avais eu des petits groupes de rock, de métal en France, dans lesquels je chantais déjà en japonais, et du coup voilà, j'avais envie de faire ça de manière plus professionnelle au Japon. Donc autant vous dire que rencontrer autant de gens liés au milieu de la musique à peine quelques mois, pour pas dire quelques semaines, après être arrivé au Japon, moi j'étais comme un ouf. Genre vraiment c'était comme si j'étais dans un rêve pour moi. Surtout que ça venait juste après une période où en France les gens avaient essayé de beaucoup me rabaisser en me disant que c'était stupide que je parte au Japon, que j'avais aucune chance de réussir à faire quoi que ce soit là-bas, etc. etc. Enfin voilà, vous savez comment peuvent être les gens parfois. Mais donc moi de mon côté à ce moment-là, je voyais plutôt ça comme petit à petit des potentielles opportunités qui s'ouvraient à moi. Et forcément vous l'imaginez, j'étais prêt à tout pour réaliser mes rêves. Et c'est donc lors d'une des soirées à laquelle j'avais été invité par le fameux manager que j'ai rencontré le premier personnage de cette histoire, un dénommé Rota. Ou Rota, comme vous voulez. Rota, c'était un gars super sympa, avec qui j'ai vite sympathisé, et j'ai d'ailleurs vite remarqué que, sans que j'en connaisse la raison à ce moment-là de l'histoire, j'avais quand même l'air de pas mal l'intéresser. Enfin, je veux dire, mon profil avait l'air de pas mal l'intéresser. C'est-à-dire qu'il me posait tout un tas de questions sur moi, sur ce que j'aimais comme musique, ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais pas capable de faire. Et il me demandait si je savais chanter, si je savais danser. Enfin voilà, on a pas mal discuté, et à la fin de la soirée, il m'a demandé d'échanger nos contacts, parce qu'il aurait potentiellement quelqu'un à me présenter un de ces quatre. Et forcément, vous l'imaginez bien, tout contact étant bon à prendre, je lui ai dit que ce serait avec grand plaisir, et je suis donc rentré à Magestas après avoir échangé nos numéros. Alors, à partir de là, il se passe pas mal de choses, parce que c'est un peu ma grosse période de galère, dont je vous ai déjà parlé en vidéo, et donc voilà, c'est après tout ça, une fois retourné à Magestas, avec de quoi manger, un toit sur la tête, que je reçois un message du fameux Rota, qui me dit qu'il aimerait me présenter la personne dont il m'avait parlé, et me donne donc rendez-vous dans le quartier de Shinsen, à côté de Shibuya. Alors, moi, à ce moment-là, je vous avoue, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas quel genre de personne il va me présenter, ni même pourquoi il va à tout prix me présenter cette personne, donc voilà, je me rends assez insouciant au fameux lieu de rendez-vous, où je vois donc Rota, si à côté du deuxième personnage, qui est même le personnage principal de cette histoire, une femme japonaise d'une trentaine d'années, dont je tairai le nom pour cette vidéo, mais que l'on appellera Megumi. Et il faut savoir que Megumi, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que c'est une ancienne Gravia Idol, qui est le nom qu'on donne aux idols et mannequins sexy au Japon, et qui est à présent présentatrice à la télé et à la radio, où elle y fait principalement de l'astrologie. Et oui, je sais que cette phrase dit comme ça n'a strictement aucun sens, mais ce n'est que le début. Et vous allez voir que niveau truc complètement what the fuck, vous allez être servi. Et c'est donc après s'être présenté et avoir un petit peu discuté qu'elle décide de me lire mon horoscope. À savoir que je suis pas du tout dans ce genre de truc, sans aucun jugement, mais voilà, moi j'y crois pas du tout. Et elle me dit donc qu'elle perçoit un potentiel incroyable chez moi, et que selon elle j'ai tout pour réussir dans le milieu entertainment au Japon. Et alors forcément, même si encore une fois j'y crois pas, bon ça fait quand même super plaisir, moi du potentiel, ouais. Ok, ça me va, ouais. Horoscope, pas mal, ouais, j'aime bien. Et c'est surtout à ce moment-là qu'elle va me parler enfin de la véritable raison pour laquelle ils m'ont fait venir, c'est-à-dire que Megumi, via son passé de Gravia Idol, et de son frère qui fait partie des Johnny's Junior, vous savez, Johnny's encore une fois, c'est la grosse compagnie qui produit les boys bands japonais, elle est quand même très connectée au milieu musical japonais, et plus particulièrement au milieu des idols. Et elle m'explique donc qu'elle est en train de créer un nouveau groupe d'idoles masculins, un groupe qui pourrait même être relié aux Johnny's, et elle me dit également que ce petit rendez-vous était en réalité une audition, que j'ai plutôt bien passé puisqu'elle souhaiterait que je rejoigne le projet et devienne un des 5 membres de ce nouveau groupe. Et donc, moi à ce moment-là, vous l'imaginez bien, je comprends pas très bien ce qui se passe, parce que je sors à peine d'un énorme moment de galère, j'avais pas encore 20 ans, j'avais pas de taf, j'avais pas de thunes, et là d'un seul coup, sorti de nulle part, on me propose de faire partie d'un groupe qui serait produit par quelqu'un du milieu, potentiellement rattaché aux Johnny's par la suite, enfin vraiment, tout ça n'avait aucun putain de sens. Et surtout, je me rappelle, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que moi je suis rocker à la base. Voilà, je suis venu faire du rock au Japon. Pas pour danser en tutu avec 4 gants en chantant des chansons pop. Alors, c'est pas vrai, il y a des Johnny's qui sont ultra classe, c'est juste pour l'image. Mais en même temps, quand on voit ce qui s'est passé par la suite, ça me donne pas tout à fait tort. Et en même temps, à ce moment-là, je me dis que c'est aussi peut-être l'opportunité de ma vie. À savoir que, encore une fois, tout ça là, ça se passe à peine 3 mois après mon arrivée au Japon. Enfin voilà, c'est donc après avoir pas mal réfléchi que je décide d'accepter la proposition qui m'a été faite. Et c'est donc comme ça qu'a commencé mon aventure en tant qu'idol. Et croyez-moi qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce qui m'y attendait. Une aventure difficile. Alors, je vous préviens tout de suite, ma carrière en tant qu'idol, elle a été extrêmement courte, pour tout un tas de raisons que je vais vous raconter dans cette vidéo, mais voilà, ça a duré à peine quelques mois, mais c'était quelques mois très intenses, et même encore aujourd'hui quand j'y repense, je me dis vraiment que tout ça n'avait aucun putain de sens, mais voilà.
vous allez vite comprendre. Donc après avoir accepté l'offre de Megumi, j'ai donc rencontré les autres membres du groupe, tous super sympas. J'ai d'ailleurs été surpris de voir que Lota faisait partie du groupe, ce qui était assez bizarre, je vous avoue, parce que tous les membres, on avait entre 18 et 22 ans, là où Lota, il était quand même plus proche de la trentaine. Je sais même pas s'il avait pas plus de 30 ans. Et au même moment, on nous annonce aussi le concept et le nom du groupe, qui sera donc Gobun no San, c'est-à-dire 3 sur 5. Et là, je suppose que vous vous dites, ok, Mitsu, c'est bizarre comme nom là, 3 sur 5. C'est quoi 3 sur 5? Qu'est-ce qui en a 3 sur 5? C'est bizarre. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que je placerai un tout petit disclaimer pour dire que, voilà, ça se passe au Japon, c'est au début des années 2010, il n'y avait pas la même sensibilité sur tout un tas de sujets qu'aujourd'hui, hein. Enfin voilà, je préfère le dire parce que, en gros, le concept du groupe, c'est que sur les 5 membres, il y en a 3 qui sont gays. Voilà. Et bien sûr, le public ne saurait pas qui est gay et qui ne l'est pas. Voilà. On part sur un drama, c'est ça? Donc voilà, autant vous dire que quand j'ai su ça, bon j'étais un petit peu mal à l'aise, hein, on va pas se mentir, mais en même temps j'avais déjà accepté, et en plus on nous a annoncé au même moment que alors qu'on avait même pas encore commencé ni à s'entraîner ni à répéter quoi que ce soit, on avait déjà un premier concert de prévu dans à peine un mois, où on allait faire la première partie d'un groupe de rock japonais. Ah, je vous avais prévenu, cette histoire n'a aucun putain de sens. Et encore c'est que le début. Et donc voilà, pris dans cette avalanche d'informations et comprenant qu'on avait plus trop de temps à perdre, bah, on a tous commencé à s'entraîner. Alors au début on avait rendez-vous 3 à 4 fois par semaine chez Megumi, qui avait un immense appartement, si vous voulez, dans Shibuya, dans lequel on pouvait directement répéter, à savoir qu'on devait donc apprendre à chanter et surtout à danser sur des chansons qui avaient été créées spécialement pour le groupe. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis rendu compte que je suis complètement éclaté en danse. C'est-à-dire que autant tu me mets sur scène avec un micro et une guitare, j'arrive à m'en sortir pas trop mal. Autant tu me demandes de danser, et là j'ai autant de charisme qu'un beignet. Et ça couplé au fait que les chansons... Alors, ça avait beau être des musiciens professionnels qui les composaient, mais c'était nul. Ah, mais qu'est-ce que c'était nul. Ah, je vous jure, c'était niais au possible. Ouah. Genre, je vous jure, c'était des bails de... Ah, je vous jure que c'était dur. Et le truc, c'est que malgré tous mes efforts, et même si on m'avait souvent complimenté sur ma voix, tout ça, déjà ça de prix, bah le fait est qu'au niveau danse, j'avais clairement pas le niveau. Surtout comparé aux 4 autres. J'étais complètement éclaté. Ce qui a rapidement commencé à créer même des petites tensions, on va dire, où en gros on me reprochait de pas faire suffisamment d'efforts pour avoir le même niveau que les autres. Et donc voilà, moi j'ai pris un peu sur moi, j'ai essayé de donner tout ce que j'avais pour autant que possible ne pas décevoir les gens qui m'avaient tendu la main. D'ailleurs, un truc très drôle à cette période, c'est que, comme je vous l'ai dit, du coup, on passait beaucoup de temps chez Megumi pour répéter tout ça, et on restait même des fois le soir pour faire des petites soirées ensemble, où en gros, il y a Megumi qui invitait des amis à elle, tout ça, et parmi les gens qui venaient à ces soirées, il y avait des mecs qui habitaient le même immeuble qu'elle, avec qui on a beaucoup sympathisé d'ailleurs, c'était vraiment devenu des potes à cette époque-là, parce que eux aussi, en gros, ils étaient membres d'un nouveau groupe qui allait faire ses débuts en août de la même année, et s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un petit peu en actualité de Janice, tout ça, vous l'avez peut-être compris, mais ces mecs, bah, c'était les membres de Kiss My Feet, qui depuis est devenu tout simplement un des plus gros boys bands japonais. Sauf qu'à cette époque-là, vous l'imaginez, moi j'en savais rien, ils avaient même pas encore fait leur début. Pour moi c'était juste des potes avec qui je m'entendais bien, qui étaient gentils comme tout, qui me donnaient même des conseils en danse, chose dont j'avais pas mal besoin, hein, je pense que vous l'avez compris. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à côtoyer non plus seulement des managers ou des gens haut placés dans le milieu, mais aussi des artistes, des créateurs, des chanteurs, des acteurs, des mannequins. Ce qui, encore une fois, était un truc complètement fou pour moi, qui venait à peine d'arriver au Japon quelques mois plus tôt. Je me rappelle encore aujourd'hui qu'à ce moment-là, j'avais pas mal ce sentiment de l'imposteur un peu, où je me disais que bah, j'avais rien à foutre là, que je méritais pas d'être avec tous ces gens incroyables, ces gens ultra connus. Même s'ils m'ont vite rassuré en me disant que bah pour eux, si, je faisais partie de leur groupe, etc. Tu vois. Ce qui, même si ça me faisait extrêmement plaisir, hein, je pense que vous l'imaginez bien, ça renforçait aussi d'autant plus cette espèce de pression que j'avais en ce qui concernait Gobun no San. Ah oui, d'ailleurs, autre chose très importante dont je vous ai pas encore parlé, c'est l'aspect pécunier. Parce que oui, répéter plusieurs fois par semaine, s'entraîner, faire des shootings photos, tout ça, vous l'imaginez bien, ça prend énormément de temps. Et moi, de mon côté, après avoir eu mes 20 ans, bah, il allait bien falloir que je commence à me faire un petit peu d'argent pour payer mon loyer, mes dépenses, etc. Sauf que, en gros, on nous a expliqué que le groupe ne commencerait à nous rapporter de l'argent uniquement après que le groupe en lui-même commence à réellement fonctionner. Sauf que moi, contrairement aux autres membres qui vivaient encore chez leurs parents pour la plupart, bah moi je vivais dans une guest house. Il allait bien falloir
falloir que je paye au bout d'un moment. Ce qui fait que j'ai dû commencer donc à travailler en parallèle dans un petit restaurant franco-japonais, c'était dans le quartier de Jiyugaoka, pour me faire un peu d'argent. Et juste ça là, ça a pas mal participé à intensifier les petites tensions dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'en gros, moi j'étais bloqué. C'est-à-dire que pour payer mon loyer, avoir un petit peu d'argent pour moi, j'avais besoin de travailler au moins 4 jours par semaine au restaurant. Et de l'autre côté, on me demandait d'être présent 4 à 5 fois par semaine aux différentes répétitions, etc. Rappelez-moi, il y a combien de jours dans une semaine déjà ? Et si j'avais le malheur de dire que je pouvais pas venir à une répète parce que je bossais au resto, en gros on me reprochait de pas suffisamment m'investir, on me disait des phrases du style « Oh Mitsu, si tu veux réussir dans le milieu, il faut que tu fasses plus d'efforts, plus de concessions !» Alors oui, en soi les efforts, ok, pourquoi pas, mais admettez quand même que ça risque de devenir compliqué d'en faire si je me retrouve à nouveau dans la rue. Je dis ça... Enfin voilà, tout ça pour dire que ces quelques semaines-là, ça a été rempli de moments très compliqués où en gros je passais mon temps à jongler entre le restaurant, les répétitions, les shootings. Je me faisais engueuler un jour sur 2. Vraiment au niveau mental, c'était très dur de garder le cap. Mais en même temps je me disais qu'il fallait que je tienne parce qu'on se rapprochait du moment fatidique, le 22 juillet 2011, notre premier concert. Le début de la fin et la fin du début. Alors, à partir de là, ça va être une avalanche d'événements aussi insensés les uns que les autres. Préparez-vous. Dans un premier temps, Megumi nous annonce donc que le 21 juillet 2011, donc la veille de notre premier concert officiel, on allait devoir faire une performance lors de sa soirée d'anniversaire. Alors, moi qui suis nouveau dans le milieu, quand on me dit soirée d'anniversaire, moi je m'étais imaginé une petite soirée chill, cosy, dans un petit bar, un resto, où on allait devoir vite fait chanter une de nos chansons pour lui faire plaisir. Mais non. Les anniversaires de Megumi, c'est pas comme nos petits anniversaires éclatés où t'as 2 potes sur 3 qui t'ont oublié. Non. Là, elle avait fait privatiser un club entier dans le quartier de Azabu, auquel étaient invités pas moins d'une centaine de personnes, tous étant de près ou de loin liés au milieu de la musique, du cinéma, de la télé. Je vous jure, c'était un truc énorme. J'avais jamais vu autant de moyens déployés pour un anniversaire. Et donc forcément, outre le petit concert qu'on allait devoir y faire, Megumi nous avait aussi demandé d'aider à tout préparer, à accueillir les invités. Et d'ailleurs, quand on parle des invités, quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que parmi eux se trouvait au hasard Yasu, le chanteur de Acid Black Cherry, Daigo, le chanteur de Breakers, Tegoshi Yuya aussi, un des membres de News, que vous connaissez certainement si vous avez vu My Boss My Hero, ou encore, et là si vous me connaissez un peu, je pense que vous savez à peu près le choc que ça a pu être pour moi, Hyde, le chanteur de l'Arc-en-Ciel, qui est donc la personne qui m'a fait aimer la musique japonaise quand j'étais petit, et donc intrinsèquement la personne qui est en partie à l'origine de ma venue au Japon. C'est-à-dire que voilà, on était à peine 4 mois après mon arrivée au Japon, et j'étais là, en face de la personne que j'admirais le plus, et qui faisait que j'étais là où j'étais. Ah, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué de contrôler mon émotion à ce moment-là. D'ailleurs, pour finir sur une note archi what the fuck en ce qui concerne les invités, et pour vous donner un petit peu le ton de la soirée, il y avait même le papa de Michael Jackson. Alors, qu'est-ce qu'il foutait là ? J'en sais rien, mais il était là. Et après toutes ces émotions, la soirée commence enfin, tout se passe super bien, il y a même Megumi qui m'a directement présenté à Hyde, avec qui j'ai pu passer un petit peu de temps autour d'un verre de vin. Enfin voilà, vraiment je vivais un moment magique. Quand soudain j'entends une cloche qui sonne, la musique qui s'arrête, et là Megumi au fond qui prend le micro et qui annonce qu'il est à présent l'heure de présenter à tout le monde le nouveau groupe d'idoles qu'elle est en train de produire. Et là, je me souviens, parce que j'avais oublié pendant un moment, là je me souviens que, attends, bordel de merde, je vais devoir chanter et danser devant Hyde et devant le papa de Michael Jackson. J'ai pas signé pour ça, moi, à la base. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ah, je vous jure, à ce moment-là, j'étais pas bien. Hein. J'étais ultra stressé, j'avais mal au bide à l'idée de potentiellement me ridiculiser devant tous les gens du milieu, là. Ah, une horreur. Mais voilà, quand faut y aller, et au final, on va dire qu'on s'est plutôt bien débrouillé pour une première représentation. Alors, c'était loin d'être parfait, hein. Mais je vous avoue que c'était assez rigolo de chanter, de danser sur scène avec le chanteur et le bassiste de Acid Black Cherry qui était devant et qui faisait... Ah, je vous jure, c'était un moment entre stress, magie, excitation qui restera probablement à jamais gravé dans ma mémoire. Et donc voilà, ensuite, après cette soirée qui n'avait strictement aucun sens, hein, c'est-à-dire qu'on s'était même retrouvés à faire un karaoké tous ensemble. Genre, est-ce que tu t'imagines un karaoké avec le chanteur de l'Arc-en-Ciel, le chanteur de Acid Black Cherry et un des membres de News? Ah bah je t'avoue que moi non plus, jusqu'à ce jour-là, j'aurais jamais pu imaginer ça possible. Enfin voilà, après cette soirée mémorable, vient donc le lendemain, où cette fois on avait notre vrai premier concert officiel devant un public. Et là, en vrai, je vous avoue que j'ai pas grand-chose à rajouter. Avec le fait d'avoir eu à chanter, à danser devant tous ces gens-là la veille, ça fait que ce premier concert officiel là, c'est pas que je m'en foutais, mais en tout cas, ça m'a pas spécialement marqué. C'est-à-dire que pour vous dire, j'ai même pas spécialement de souvenir de ce jour-là. Alors que paradoxalement, c'était quand même censé être le jour des véritables débuts du groupe. Et ça là, ça traduit quelque chose d'assez fort au final. C'est que moi, déjà à ce moment-là, je sentais que j'avais pas spécialement envie de faire tout ça. Et mine de rien, c'était dur à admettre. Parce que d'un autre côté,
je voyais bien toutes les portes que ça m'ouvrait. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué malgré tout. À partir de là, on a continué à faire des petits concerts par-ci par-là, dans des événements dans et autour de Tokyo. J'ai même fait d'ailleurs, maintenant que je m'en souviens, ma première télé au Japon avec Gobun no San. C'est-à-dire bien avant que je commence mes boulots de modèle, etc. D'ailleurs, je pense que encore aujourd'hui, c'est certainement mon pire passage télé ever. J'ai essayé de retrouver des images pour la vidéo, malheureusement il en reste aucune trace. Et en même temps, je vous avoue, c'est pas plus mal, parce que je vous jure, ce passage télé là, il m'a traumatisé. C'est-à-dire qu'en gros, c'était pour une émission sur la chaîne TVK qui s'appelait Arigato, et c'est une émission dans laquelle Megumi, elle avait l'habitude de faire des chroniques astrologie chaque semaine. Et donc en gros, il nous avait laissé venir en tant que guest pour qu'elle puisse présenter officiellement le projet Gobun no San à la télévision. Sauf que moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout habitué au format télé, surtout en japonais. Et surtout en direct. Genre, imaginez une seconde la pression que c'est quand sans aucune préparation, t'as un gars qui arrive, qui te tend un micro, qui te dit « Allez, vas-y, parle, dis un truc intéressant, et surtout dépêche-toi, on est en direct. » Vas-y. Ça ressemblait à peu près à ça. Ah, c'était horrible. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai quand même essayé tant bien que mal de garder le rythme pendant les quelques semaines qui ont suivi, sauf qu'on a commencé à voir que le fameux projet, Gobun no San, il prenait pas de ouf. Genre malgré les efforts, malgré les concerts, on n'avait pas spécialement énormément de fans, on n'avait pas beaucoup de retours extrêmement positifs non plus, hein. Genre on nous disait ah c'est rigolo le concept, ah ouais, ah c'est sympa ouais, ah ok ouais, ah c'est cool, bien. Mais c'est tout, il n'y avait rien vraiment qui pouvait nous faire espérer que le projet décolle réellement un jour. Et aussi, qui dit projet qui bat de l'aile, dit qu'au bout de presque 3 mois, on n'avait toujours pas touché un copec de tout notre travail. Et moi de mon côté, ça commençait à devenir un petit peu compliqué de joindre réellement les deux bouts, hein. Ce qui fait que petit à petit, j'ai commencé à ralentir le rythme, et j'ai surtout mis le focus sur mon travail au resto, qui lui, pour le coup, me rapportait de l'argent. Et encore une fois, ça c'était une décision qui était pas facile à prendre, parce que d'une certaine manière, c'était aussi potentiellement dire au revoir à tout cet univers qui représentait ce pourquoi j'étais venu au Japon moi à l'origine. Genre imaginez-vous venir au Japon pour faire de la musique, rencontrer des gens qui vous proposent de faire partie du milieu musical à peine quelques mois après votre arrivée au Japon, et au final dire ah bah non je suis désolé j'ai pas assez d'argent, du coup je préfère faire un baito. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression de me tirer une balle dans le pied et de laisser tomber ce rêve pour lequel je m'étais battu jusque là. Et ça, c'était un petit peu dur à encaisser. Tout est bien qui finit bien. Alors, après tout ça, là où moi je pensais que j'avais peut-être grillé ma seule et unique chance de pouvoir un jour faire partie de cette industrie musicale japonaise, ce qui s'est passé m'a prouvé que la chance, ou plutôt les opportunités, ça vient jamais tout seul. Parce que j'ai pu malgré tout rester en contact avec la plupart des gens que j'avais pu rencontrer durant le projet Gobun no San. Certains sont même devenus de super amis. J'ai pu rencontrer de plus en plus de gens du milieu qui m'ont eux-mêmes présenté des gens du milieu et ainsi de suite, ce qui m'a permis par la suite d'avoir de plus en plus de nouvelles opportunités. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'effet papillon, au final tout ce qui a découlé de ces expériences ne sont que des briques qui pavent le chemin qui m'a amené à être ici 12 ans plus tard à parler de mes expériences sur YouTube devant 150 000 personnes. Et ça fait que même si mon expérience en tant qu'idol en elle-même, ça a pas été spécialement un moment ouf, on va pas se mentir, c'est que j'ai pas spécialement beaucoup de très très bons souvenirs de l'expérience en elle-même, ce qu'elle m'a apporté par contre, aujourd'hui a posteriori j'en suis totalement conscient. Et ça au final, je pense que c'est même le plus important. Parce que c'est en refermant une porte que je pensais être la porte qui me conduirait à mes rêves, qu'au final j'ai entrouvert celle qui allait m'amener vers toutes les incroyables rencontres et expériences qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que sans le manager, Lota, Megumi et Gobun no San, je serais peut-être pas ce nouveau daron de 31 ans qui vous parle de Japon sur YouTube depuis 2 ans maintenant. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut les en remercier. Sur ce, écoutez, on arrive donc sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup à Mystic Heroes aussi d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas le lien en description. Il y a une Nintendo Switch OLED à gagner. Ce serait bête de passer à côté. Et sinon, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, le partage et aussi l'abonnement. On vise les 200 000 abonnés cette année. Donc, si c'est toujours pas fait, je compte sur vous. Il y a plein de super vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Et sur ce, écoutez, moi je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des big bisous. C'était Mitsu. Bye!